Le harcèlement scolaire, ça crée une forme de honte de je ne suis pas quelqu'un de bien, je ne suis pas à la hauteur, et si j'en parle, je suis nulle parce que je vais mêler les grands, les adultes à ce truc-là, alors que je dois être une grande fille, je dois me défendre toute seule. Ça crée ça, le harcèlement scolaire. Et donc là, avec le cyberharcèlement, ça a pris d'autres dimensions, parce que ça veut dire que, à la différence du harcèlement scolaire que j'ai vécu moi, je rentrais chez moi, il n'y avait plus les réseaux sociaux, j'étais tranquille. Le harcèlement scolaire aujourd'hui continue sur les plateformes. Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Après avoir visionné la série Adolescence de Netflix, je me suis posé 1000 questions. Et je pense que je ne suis pas la seule. Qu'est-ce qui mène un adolescent à vouloir tuer une jeune fille ? Comment cette haine des filles se propage-t-elle un peu partout dans tous les aspects du monde dans lequel baignent nos enfants ? Pourquoi les adultes autour n'ont rien vu ? Pourquoi sont-ils autant dépassés par ce qu'il se passe dans la vie des adolescents ? J'ai donc demandé à Nesrine, que je connais bien, de nous éclairer. Nesrine Slaoui, journaliste, éditorialiste, réalisatrice de documentaires et romancière, s'est emparée du sujet dès 2023 avec son roman « Seul ». C'est un livre bouleversant qui nous plonge au cœur de l'adolescence à travers l'histoire d'Anissa, mais aussi de Nora. Un livre où l'on comprend les mécanismes du féminicide. Nesrine nous explique donc les failles, le poids des silences, les parents dépassés par cette violence malgré leur bonne volonté. Cette violence d'ailleurs trop souvent minimisée tue parfois à petit feu. Avec Nesrine, on s'est intéressé à la façon de les éradiquer, comment en tant que parents, éducateurs, citoyens, on peut briser ce cycle et construire un cadre plus sain pour nos enfants. Avec la sensibilité et la lucidité qu'on lui connaît, Nesrine Slaoui nous aide à mettre des mots sur ces violences, à les comprendre et à réfléchir à des pistes concrètes pour les enrayer. C'est un épisode très fort, éclairant et profondément humain. Si vous écoutez cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à des personnes de la sphère enseignante, à des personnes qui ont la charge d'adolescents et d'adolescentes, à des parents qui ont des jeunes enfants et qui se posent déjà des questions. Plus le monde sera au courant, mieux ce sera pour nos adolescents et nos adolescentes, parce que c'est à nous, les adultes, de les protéger, c'est à nous de leur offrir un monde plus sécurisé. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Nesrine. Salut. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, merci. De m'avoir calé dans ton emploi du temps surbooké. Mais ça fait longtemps qu'on doit le faire et je suis très contente d'être ici. Et en vrai, je pense que c'est le très bon important. Timing. Parce qu'on va parler des adolescents, on va parler du roman que tu as écrit en 2021 qui s'appelle « Seul ». Mais ma première question, c'est déjà, tu as un parcours tellement atypique. Et tu sais, j'interviens parfois en école de journalisme et à chaque fois, je leur dis « Regardez ce que fait Nesrine Slaoui, regardez ce que fait Salomé Saké, c'est ça les journalistes de notre génération ». Et j'aimerais bien que tu parles juste un petit peu comment tu es devenue journaliste et pourquoi tu as voulu être journaliste à la base. Donc moi, c'est une très longue histoire, mais j'ai grandi dans un milieu populaire du sud de la France. Et j'étais assez frustrée de la manière dont on parlait des milieux immigrés, des milieux populaires dans les médias. Enfin, je me sentais pas du tout ni représentée, ni même respectée parfois. Et donc du coup, j'ai développé une ambition à l'adolescence en disant j'ai envie d'être journaliste, j'ai envie de faire partie des gens qui racontent la société et qui racontent notamment ces marges-là qui sont pas racontées ou mal racontées. Et donc du coup, j'ai fait Sciences Po. Je saute plusieurs années parce que sinon on va s'éterniser sur tout ça, mais j'étudie à Sciences Po Grenoble, puis à Sciences Po Paris. Je fais un master journalisme à Sciences Po Paris. Je deviens journaliste politique en 2016 en faisant mon alternance d'abord à iTélé,
qui est devenu CNews, mais à l'époque était télé, et ensuite à LCI. Donc je me forme vraiment au journalisme politique, très télévisuel, parce que j'avais un truc avec l'image. Moi, je voulais être un peu Claire Chazal quand j'étais ado, donc j'avais vraiment un truc avec... j'avais un grand respect pour les grandes cérémonies journalistiques, tu sais, le bonsoir à tous et à tous. Le 20h. Voilà, voici les titres de votre journal. Tu vois, j'avais un peu un truc avec ça. Et donc, du coup, je voulais faire de la télé. Et donc j'ai eu de la chance d'arriver dans le métier au moment de l'élection de 2017 présidentielle, et j'intègre les médias à ce moment-là, donc c'était trop bien parce que j'allais à l'Assemblée, je faisais les campagnes, j'ai suivi Benoît Hamon, Emmanuel Macron, enfin j'ai pu assister à un peu tous ces moments politiques importants. J'ai été super bien formée parce que les journalistes d'Italie c'était vraiment super. Ils se sont un peu éparpillés aujourd'hui un peu partout, et voilà. Et donc ensuite j'ai fait un peu mon chemin dans le métier, et j'avais un peu une dissonance entre le fait que moi, je suis issue d'une génération qui a grandi avec un smartphone, avec les réseaux sociaux, avec YouTube. Je suis très culture web, très blog, etc. Et la dissonance avec la télé, qui avait, je trouve, soit un temps de retard, soit qui ne traitait pas les sujets de manière moderne. Enfin, j'avais un truc qui me gênait. Et c'est surtout, j'avais pas de CDI dans un média. J'ai malgré tout toutes mes candidatures partout. J'ai jamais trouvé un poste stable. J'ai souvent été pigiste. Et un jour, j'ai travaillé pour un média web qui s'appelle Loopsider, qui est un média en plus engagé. Enfin, à l'époque, il était, je sais plus trop aujourd'hui c'est quoi leur ligne éditoriale, mais en tout cas à l'époque, c'était engagé en faveur d'une justice écologique, d'une justice sociale, etc. Donc voilà, c'est là où je découvre qu'en fait, on peut être journaliste sur Internet. Même si moi, jusqu'ici, je faisais des petites posts informatifs. Comme tous les journalistes, j'ai été sur Twitter et je donnais mon avis. Et comme beaucoup, tu n'es plus. Comme beaucoup de femmes, journalistes, je ne les suis plus. Et je découvre une passion pour essayer d'inventer des formats sur les réseaux sociaux à destination des... Parce que moi, les gens qui me suivent, c'est entre 18 et 35 ans. Donc je suis plutôt suivie par des majeurs qui s'intéressent forcément à la politique. Et moi, je me suis dit, c'est un outil formidable pour vulgariser et pour faire du contenu à ma façon, parce que je suis sûre que si je mélange mon savoir journalistique et mon savoir politique, parce que j'ai fait une école de sciences politiques, avec ma culture web, ma culture populaire, ma culture réseaux sociaux, je suis sûre que je peux faire un truc stylé. Donc, je l'ai fait. Ça a pris du temps avant de marcher, parce que les gens pensent toujours que vous émergez du jour au lendemain. Ça a pris du temps avant de marcher. Je me suis beaucoup trompée. Il fallait que je trouve le bon format. Et du coup, maintenant, c'est ce que je fais en parallèle de plein de choses. Mais je continue à avoir ce rôle de vulgarisation de l'actualité politique sur les réseaux sociaux. Et en plus, tu es romancière. Non, mais en vrai, c'est une des multiples facettes que tu fais des documentaires. Mais c'est pas toujours le cas pour les journalistes de devenir romancier. Ouais. Souvent, on fait des livres qui expliquent l'actualité, mais on n'invente pas des histoires. Ouais. Et donc, je voulais te recevoir aujourd'hui parce que tu as écrit un livre, donc je disais, qui s'appelle Seul. Qui est pas du tout justement un livre sociologique ou journalistique. T'as mêlé deux histoires de deux femmes. Pourquoi est-ce que tu as voulu écrire ce livre-là et de cette manière-là ? C'est intéressant ce que tu dis sur le fait qu'on ne va pas forcément dans le roman quand on est journaliste. Et moi, je trouvais que c'était pourtant pour ce sujet la meilleure manière de le faire, parce que je savais que j'allais pas avoir accès à la vérité. C'est-à-dire que donc moi, ce qui m'a inspiré ce livre, je l'ai vraiment écrit dans une urgence il faut sensibiliser au plus vite, parce qu'en fait c'est le féminicide de Alisha Argenteuil. Donc c'est une adolescente de 14 ans à l'époque qui est poussée dans la Seine par un camarade de classe, et donc elle décède des suites de cette noyade, et c'est traité médiatiquement comme un fait divers, pas vraiment comme un féminicide. On n'arrive pas trop à comprendre d'où ça vient. Et moi, en allant sur place, en fait ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que je vais à Argenteuil pour la marche blanche en hommage à Alisha en totale indépendance. C'est-à-dire, je fais cette recherche-là juste en tant que journaliste sensible aux questions féministes et désireuse de comprendre ce qui est en train de se passer dans cette ville. Et donc, je me rends à la marche blanche et je m'approche d'un groupe de jeunes filles qui étaient proches d'Alisha, et je vois qu'elles ont fait un espèce de... Comment je peux appeler ça ? Un espèce de montage avec des cadres, avec les photos d'Alisha. Et Alisha, sur toutes les photos, elle avait un filtre Snap. Donc, en fait, il n'y avait même pas son vrai visage. Et je me suis dit... C'est là-bas qu'il faut aller creuser. Il se passe un truc avec les réseaux sociaux, déjà dans la perception de soi et de son corps, mais c'est aussi là-bas qu'il doit y avoir une réponse. Parce qu'en fait, la manière dont ça a été un peu raconté, c'est que c'est un trio amoureux qui a mal fini, etc. En fait, derrière l'histoire d'Alisha, c'est une histoire de cyberharcèlement, de divulgation de photos intimes, etc. Donc c'est toute une dynamique sexiste purement liée à l'usage des réseaux sociaux. Je me suis rapprochée d'une asso qui s'appelle Stop Ficha, parce qu'elles ont fait un travail formidable pendant le confinement, où il y avait des comptes Ficha. Alors les comptes Ficha, c'est des comptes qui avaient le nom du département, par exemple Ficha 95, et dans lequel on pouvait retrouver des photos de jeunes filles, soit nues, soit avec un parti de leur corps nu, soit en maillot, etc., et avec leur adresse, etc. Et donc il y a des femmes qui ont essayé de se suicider, d'autres qui ont dû partir de leur domicile, etc. Donc ça a créé
une vague de harcèlement sexiste pendant le confinement, pendant que tout le monde était enfermé chez soi. Donc le harcèlement était encore plus violent. Et elles ont fait un super travail, Stop Ficha. Elles ont même fait un livre sur le cybersexisme qui, moi, m'a beaucoup aidé à comprendre ça. Et je me suis rapprochée d'elles parce que je voulais pas faire un truc dans le travail journalistique, je voulais vraiment faire quelque chose de l'ordre de la société, de la dynamique. Donc je voulais pas me rapprocher au plus près de cette histoire-là. Je voulais en prendre les éléments clés, mais je voulais que ça raconte d'autres histoires. En fait, je voulais raconter l'histoire d'Alisha et tout ce qu'on retrouve dans les autres dynamiques. Donc par exemple, c'est avec Stop Ficha, en échangeant avec elle, en prenant le temps de discuter, que j'ai compris pourquoi les adultes ne voyaient pas ce qui se passait. Notamment, par exemple, elle me racontait, c'est ce que je raconte dans le livre, que les directeurs d'école, les directrices sont tellement dépassés que des fois, elle dit juste aux élèves, coupez vos téléphones et ça n'existera plus. Et donc, c'est pas comme ça qu'on supprime un cyberharcèlement. C'est pas comme ça que ça serait génial, hein. Ce serait génial. Ce serait super. Et puis même, les questions de la culpabilité, que en fait, il y a un peu cette idée elle a bien mérité. Parce qu'elle n'avait pas qu'à envoyer une photo d'elle nue. Et puis en fait, de ce que je comprends moi d'Alisha en discutant à l'époque avec le groupe d'amis et en parlant avec des gens dans la marche blanche, c'est aussi quelque chose de l'ordre de la reconnaissance sociale qu'on recherche quand on envoie ce genre de photos quand on est adolescente. On cherche aussi, c'est des moments où on est fragile dans notre rapport à notre corps, donc on est contente quand un garçon nous trouve jolie, etc. On n'a pas l'impression de faire quelque chose qui est de l'ordre de la sexualité, si j'ai envie de le dire comme ça. Et moi, ça m'a alertée parce qu'on parle d'un fémicide, on parle de quelqu'un qui a été tué. Et d'un sujet qui n'a pas été traité comme ça. Et je me suis dit, donc là, en France, là actuellement, dans les collèges et les lycées, il y a plein de gens qui sont possiblement victimes de ce que Alisha est victime, et les adultes ne peuvent pas le voir parce qu'ils n'ont pas les outils pour le voir. Parce que je pense, par exemple, que les parents ne savent pas forcément ce que c'est Snapchat, les dangers que c'est. Moi, je me rends compte aujourd'hui avec des figures comme Nasdaq qui sont extrêmement suivies. Nasdaq, c'est un des Snapchatteurs les plus suivis de France, et ce qu'il propose comme contenu, c'est très problématique en termes de sexisme, en termes de manipulation de la précarité sociale, etc. Donc, et à l'époque, c'est encore plus vrai parce que Snapchat, c'est une application. Déjà, à chaque fois que j'interviens publiquement sur les réseaux sociaux, je dis il ne faut pas que les ados aient accès aux réseaux sociaux. En fait, normalement, avant 16 ans, on ne devrait pas avoir accès aux réseaux sociaux. Ce serait le rêve. Je sais que ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Et surtout Snapchat, en fait. Parce que Snapchat, les messages s'effacent. Donc, c'est-à-dire que même si vous voulez porter plainte, par exemple, si votre ado est victime ou se rend coupable de cyberharcèlement, il n'y a aucune preuve. Pourtant, l'impact psychologique, l'impact social, il est toujours là. Et c'est ça qui est très dangereux avec Snapchat, c'est qu'on n'a plus les traces. Par exemple, je peux envoyer une insulte à quelqu'un, ce que je ne fais pas parce que je suis bien élevée, sur Snapchat, et l'insulte sera effacée. Et c'est ça qui est pernicieux avec ce réseau social, c'est que c'est un réseau qui est très utilisé par les plus jeunes, majoritairement, pas forcément pour les bonnes raisons. Je sais qu'il y a des groupes Snapchat par classe, qui créent qui peuvent créer des vagues de cyberharcèlement contre une personne, ou des envois de contenu pornographique, par exemple, pour s'amuser, des gifs, etc. Et moi, ça m'a assez inquiétée, en fait, quand je me suis plongée dans cette problématique-là. Parce que déjà, depuis la nuit des temps, on a eu une absence totale dans notre éducation, je parle scolaire, hein, de ces sujets-là, que ce soit l'éducation sexuelle, la lutte contre le sexisme, etc. Ça a beaucoup manqué déjà, et factuellement, en termes de chiffres, on se rend compte qu'il y a très peu d'établissements qui font ces formations-là. Et en même temps, il y a eu 0 formation aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que ça n'existe pas. On ne vous accueille jamais dans une classe avec un directeur qui vous dit voici ce qui est tolérable sur les réseaux sociaux, voici ce qui ne l'est pas. Et même, c'est même ce qui est parfois inquiétant, c'est que les directeurs d'établissement, quand il peut y avoir du cyberharcèlement devant la porte, par exemple devant le portail ou à quelques mètres, ils vont dire mais c'est pas... Dans mon établissement, c'est pas ma responsabilité. C'est ça. Sauf que si du coup les parents et les directeurs d'établissement s'en renvoient la responsabilité, finalement les enfants, les élèves en tout cas, ou les ados n'ont pas du tout... ne savent pas vers qui se tourner. Pas de protection. Exactement. Donc dans le livre, tu parles donc de ces 2 personnages féminins qui ont un destin parallèle et qui font face à des violences sexistes, clairement, et dont une va en décéder, ton personnage principal. Et ton titre, c'est Seul. C'est fort comme mot. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre-là ? Parce que je voulais montrer comment les dynamiques sexistes, ça isole toutes les femmes qui en vivent. En fait, c'est que c'est le propre du sexisme quand on le vit à cette échelle-là, c'est que ça vous crée un espace où il n'y a que vous et vous vous sentez incomprise et fustigée. Et le parallèle de ces femmes, elles ont quelque chose en commun que je ne révèle pas parce que c'est quand même le dénouement du livre. Mais il y a quand même cette idée-là aussi que toutes les femmes sont liées dans leur solitude, mais qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'en parler. En fait, c'est aussi un livre qui questionne le silence. Qu'est-ce qui se passe quand on n'en parle pas ? Et parce que les adolescentes ne parlent pas. Elles prennent du temps. Moi, par exemple, j'ai été victime de harcèlement scolaire. J'ai pris du temps avant de le dire à ma mère quand j'étais ado. Parce que j'avais honte. Le harcèlement scolaire, ça crée une forme de honte de
je suis pas quelqu'un de bien, je suis pas à la hauteur, et si j'en parle, je suis nulle parce que je vais mêler les grands, les adultes à ce truc-là, alors que je dois être une grande fille, je dois me défendre toute seule. Ça crée ça, le harcèlement scolaire. Et donc là, avec le cyberharcèlement, ça a pris d'autres dimensions, parce que ça veut dire que, à la différence du harcèlement scolaire que j'ai vécu moi, je rentrais chez moi, il n'y avait plus les réseaux sociaux, j'étais tranquille. Le harcèlement scolaire aujourd'hui continue sur les plateformes. Et donc, je trouvais que le mot « seul », c'était un mot qui était déjà marquant, parce que je pense qu'il renvoie plein de choses à plein de femmes. Se sentir seule, c'est quelque chose qui peut être très commun, même pour les mamans. Enfin, c'est des choses c'est un mot qui, quand on le met au féminin, il a une dimension très particulière. Et c'était aussi, parce que à la fois ça s'appelle Seul, le titre du livre c'est Seul, et à la fois il y a deux femmes sur la couverture qui sont dos à dos. Et c'était ce but-là de dire qu'en fait, elles ont l'impression qu'elles sont toutes les deux seules à vivre des choses dont elles ne peuvent pas parler, ni à leurs proches, ni à leur famille, etc., alors que c'est profondément lié et qu'il suffirait juste qu'elles se retournent et qu'elles discutent toutes les deux en disant qu'est-ce que tu es en train de dire, je peux peut-être t'aider, et voilà moi ce que j'en tire. En fait, on a tout à gagner aussi, à la fois de partager nous ce qu'on a vécu en tant que femme, qu'ancienne adolescente à des plus jeunes, qu'à écouter ce que nos aînés ont vécu. Et le sexisme brise un peu cette ligne de transmission. De attention, on fait pas ça, par exemple. Et moi, je me sens un peu responsable en tant que millénial, parce que je suis entre les parents et les ados, entre la Gen Z. Bon, la Gen Z, maintenant, c'est plus des ados, ils ont 20 ans. Mais c'est dur à dire, mais c'est la réalité. Mais en tout cas, je me sens comme un pont entre la génération qui est née vraiment avec un téléphone dans la main et les parents qui ont connu ça à la trentaine, en fait. Et le pont, c'est que nous, on sait, par exemple, les ravages de la divulgation de photos intimes. On peut essayer, en fait, sans jamais responsabiliser les filles, parce que les filles ne sont jamais responsables de la divulgation de ces photos-là. Mais c'est surtout pour éduquer les ados en disant que déjà, si vous divulguez ça, c'est de la pédocriminalité. Enfin, c'est aussi basique que ça. Et leur expliquer comment se protéger, en fait, numériquement. Parce que tout reste sur Internet. Internet n'oublie jamais rien. Donc c'est vraiment aussi quelque chose. Moi, je me suis dit, je peux pas éduquer tous les lycées, tous les collèges de France. J'avais l'impression d'avoir compris quelque chose dans la dynamique réseaux sociaux, harcèlement. Je suis pas la seule à avoir compris, mais j'ai l'impression d'avoir décelé quelque chose. Et je me suis dit, je peux pas aller alarmer tous les collèges et tous les lycées en disant, s'il vous plaît, faites attention à Snapchat, faites attention à tout ça. Je me suis dit, j'ai enfin un livre. Avec un peu de chance, les parents vont vouloir le lire avec leurs enfants. Ça fera déjà 2 personnes au courant à peu près du sujet. Et avec un peu de chance, des professeurs vont l'étudier à l'école. Je me suis dit, c'est au moins avec ça, il y a déjà 2-3 élèves qui sont sauvés de la dynamique du harcèlement sexiste. J'ai fait mon rôle. Tu vois, c'était vraiment un truc je voulais faire un livre de prévention, en fait. C'est plus que journalistique. Et en plus, là, dans ce que tu décris, donc ces 2 femmes dos à dos, qui, si elles se retournaient et se regardaient, elles se disaient, moi aussi. C'est un peu l'autre versant du MeToo, c'est-à-dire pas que pour dénoncer des violences, mais aussi pour dire moi aussi je vis des choses difficiles et viens, on a cette solidarité. C'est ça, c'est l'empathie aussi parce qu'on est toujours... moi j'ai vu ça dans mon éducation, mais je crois que c'est très commun aux femmes, l'injonction de toujours être forte. D'avoir une capacité à encaisser les choses, la violence sociale, sexiste dans nos couples, dans nos amitiés, au travail. On a une capacité... en tout cas, on est éduqué à une capacité de résilience qui parfois... nous isole déjà et nous empêche de voir qu'on est nombreuses à vivre les mêmes choses. Et même dans Seul, parce que donc je parle du personnage de Anissa, qui est inspiré d'Alisha, mais qui n'est pas totalement Alisha. Le personnage d'Anissa, c'est une adolescente, mais il y a le personnage de Nora en face. Et Nora, elle vit une relation d'emprise. Et ce que je voulais raconter avec Nora, c'était casser un peu l'image qu'on a des violences conjugales. Déjà parce qu'on pense toujours que les violences conjugales, c'est que des coups. Et c'est très statistiquement parlant. Par exemple, quand un homme tue une femme, c'est la première fois qu'il s'en prend à elle physiquement. Dans 60, je crois que c'est entre 70 et 80% des féminicides, le chiffre est à vérifier. Mais quand un homme tue une femme, c'est la première fois qu'il s'en prend à elle physiquement. Ça veut dire qu'il y a parfois des décennies avant, ou des années en tout cas, de violence psychologique, émotionnelle, ce qu'on appelle ce qu'on appelle aussi le contrôle coercitif, c'est-à-dire le contrôle des vêtements, le dénigrement par les propos, etc. Et c'est ce que je voulais raconter avec Nora, parce que Nora, c'est une femme qui est indépendante, qui fait carrière, etc. et qui est victime intimement de violences conjugales qui sont que de l'ordre
de la violence psychique, de la violence émotionnelle, et parce que je voulais me montrer, parce qu'on a un peu un cliché de les femmes qui sont victimes de violences conjugales, elles sont faibles, pourquoi elles ne partent... Là, on le voit avec le procès de P. Diddy avec Cassie qui a témoigné aux États-Unis. Il y a un peu cette injonction de pourquoi ne part-elle pas, pourquoi elle a attendu 10 ans avant de parler, mais parce que vous n'êtes pas prêt à accueillir la parole des femmes qui sont victimes de ces violences-là, en fait. Et puis elle avait 17 ans. Elle avait 17 ans, ça a duré 10 ans, et puis la société nous éduque à rester et à encaisser, etc. Et donc le personnage de Nora me permettait de dénoncer justement un peu tous les clichés qu'on avait sur la violence conjugale, c'est des femmes faibles, etc., qui n'ont pas... En général, non. Les hommes violents s'en prennent à des femmes, en général, qui ont du caractère, parce qu'ils veulent pas tuer la victime au bout d'un mois. Ils veulent pouvoir l'abîmer sur des années. C'est de ça dont ils tirent une forme de satisfaction. Donc voilà, je voulais raconter... En fait, je voulais déjà montrer que le sexisme était un continuum qui va de l'insulte sexiste, du dénigrement sur la base de photos intimes, par exemple, jusqu'au féminicide. Je voulais montrer, en fait, la palette des violences qui peuvent exister envers les femmes, et surtout montrer qu'il n'y a pas d'âge pour le vivre. C'était ça aussi ce que me permettait le lien entre Nora, donc une trentenaire, et Anissa qui a 15 ans de moins. C'était de dire ça commence comme ça à l'adolescence, et à 30 ans, ça donne ça. C'est vrai qu'on parle peu des violences conjugales à l'adolescence, parce que on n'arrive pas à leur prêter une vie intime, je pense, alors qu'ils en ont. Parce qu'on dit toujours c'est des jeux d'enfants, on minimise grandement, alors qu'il y a des adolescents qui tuent des adolescentes. Et c'est vrai que je disais que c'était le timing parfait pour toi et moi qu'on fasse cet épisode, parce qu'il y a eu la série Adolescence, et ton livre, il fait vraiment écho à cette série. Et ça, ce qui m'a frappée notamment, c'est comment tu dépeins l'absence émotionnelle du père, qu'on voit très bien dans Adolescence, et qui, si vous avez regardé cette série, qui a beaucoup de bonne volonté, qui pense avoir fait mieux que son père puisqu'il ne tape pas, mais en fait il est juste pas là. Et c'est exactement le père d'Anissa que tu montres. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu majeur, la façon dont les pères traitent leurs filles quand ils sont là, présents déjà ? Parce que c'est une question de construction de féminité, de masculinité, parce que je sais que les genres sont beaucoup plus pluriels que ça, mais en tout cas, on a été éduqués avec ces rôles genrés-là. Et en fait, mais ça, je pense que les parents le savent mieux que moi, j'ai pas encore d'enfants, donc vous pouvez me commenter ou me dénigrer gentiment. mais en fait, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'éducation émotionnelle, de l'éducation affective. Et si un père n'est pas, notamment pour une fille, si un père n'est pas présent ou ne se montre pas à l'écoute ou donne une image, encore une fois, de père absent, de père distant, de père violent émotionnellement, en fait, ça crée un espèce de pattern. On parle souvent d'ailleurs de daddy issues, en disant que c'est un peu la faute des femmes d'avoir ça. Mais non, mais c'est une question de construction des imaginaires sociaux qu'on s'est fait. Déjà parce qu'on a considéré que l'hétérosexualité était une norme, donc on considère que c'est binaire, homme-femme. Et ensuite, on considère aussi que c'est le père qui éduque la jeune fille à comprendre les hommes, et c'est la femme qui éduque le jeune homme à comprendre les femmes. On peut poser la question aussi de est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce qu'il ne faudrait pas juste s'éduquer collectivement à être de bons êtres humains ? Ça peut être aussi ça notre perception des choses. Mais effectivement, en fait, moi, ce qui m'intéressait dans la masculinité, c'est aussi de dire que le patriarcat, même si les femmes, il faut être très clair là-dessus, c'est les premières victimes et c'est les premières que ça abîme, c'est une conséquence sur les hommes. En fait, quand on dénonce le patriarcat, on dénonce pas juste la domination masculine comme un truc un peu abstrait. On dit juste, ça nous abîme, nous, en tant que femmes, ça nous tue, mais ça rend les hommes aussi agressifs, turbulents, en proie à des émotions mal gérées, etc. Enfin, c'est que ça nous abîme tous, cette histoire. Évidemment, je mets pas de mesure en disant que c'est vraiment les femmes qui en souffrent le plus, mais ça abîme aussi les hommes dans leurs émotions. Vous savez, ces injonctions-là à « sois fort, mon fils », ne montre pas tes sentiments. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, moi, je trouve, dans le couple, à quel point on nous éduque totalement différemment, hommes et femmes. Nous, on est très expressifs, on a une capacité de réflexion, mais parce qu'on est éduqué à ça, à toujours se poser des questions, à toujours essayer de comprendre nos émotions, pourquoi les autres, en tant que femme, pourquoi les autres pensent ça ou ça de nous. Donc, on a une capacité d'autoréflexion qui est monumentale. Et en face, on leur dit, vous prenez pas trop la tête, faites la bagarre, faites l'armée, jouez aux pompiers et soyez des hommes forts et qui ne montrent surtout pas ni qu'ils sont amoureux, ni qu'ils ont des sentiments. Mais du coup, à l'âge adulte, ça peut pas fonctionner. Ouais, et puis profitez de votre célibat, enchaînez les conquêtes. C'est ça. Et réservez-vous pour la femme qui, elle, vous attendait depuis 10 ans. C'est ça, comme une princesse dans son château avec les cheveux longs. Mais il y a un truc un peu déjà de binaire dans la construction, mais qui abîme fondamentalement nos rapports humains. C'est-à-dire que comment on peut construire un amour sain si on est éduqué avec ces perceptions-là des choses. Et effectivement, ce qui m'intéresse beaucoup dans la figure du père, c'est qu'en fait, si un père ne se répare pas lui-même de ses dynamiques sociales, il les retransmet.
Mais comme si une femme ne se répare pas elle-même des dynamiques qu'elle a subies, elle les retransmet. Et donc, du coup, il y a aussi cette notion-là d'éducation émotionnelle, d'éducation affective, d'être capable. Mais je pense que, encore une fois, j'imagine même pas le bouleversement que ça doit être d'avoir un enfant. Je pense que ça doit faire ressurgir tous les traumas qu'on a dans sa vie. Donc, je pense que les parents se posent beaucoup déjà des questions. Mais c'est vrai que cet enjeu-là de la construction de la masculinité, elle est très importante. Mais surtout, je le dis, parce que tu n'as pas d'enfant, mais je trouve que tu dépeins très bien le désengagement émotionnel du père qui est sur son canapé, n'est plus présent, pose plus de questions, veut contrôler un peu ses filles pour les protéger, mais sans réussir à faire ça de manière saine. C'est assez pernicieux parce que c'est contre son gré quelque part à ce papa qui n'a pas vu les dégâts, les conséquences et l'isolement de son adolescente notamment. Et c'est surtout que lui, il a été victime de violences familiales aussi. Il a été frappé par son père et il n'en parle pas avec ses filles. Donc il ne leur raconte pas. Et c'est effectivement le parallèle avec le père de la série. Moi, en fait, quand j'ai vu cette série, je me suis dit, mais on dirait mon livre. Mais en toute... sans orgueil, quoi. C'est juste que tu décris les mêmes dynamiques, clairement. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant, justement, qu'on soit arrivé aux mêmes conclusions dans des pays différents, parce qu'il s'agit du Royaume-Uni. Et moi, je parle de la France, et donc je me suis dit, donc on est vraiment dans des dynamiques qui sont occidentales, en tout cas, qui ont lieu dans des pays, les pays du Nord. Et effectivement, la figure du père, elle était intéressante, parce que c'est une figure du père qui croit bien faire, mais qui en fait fait mal. Parce qu'en fait, il se dit, moi, j'ai été frappé dans mon enfance, et ma solution à moi, c'est de m'énerver contre elle ou de m'agacer sans les frapper. Et comme ça, je ne m'énerve et je suis pas violent. Et c'est encore une fois, c'est notre perception aussi sociale de la violence. Ça veut dire quoi être violent avec ses enfants ? En fait, si déjà vous criez sur votre enfant et vous lui dites tu es un moins que rien, c'est déjà de la violence. C'est déjà l'abîmer en termes d'estime de lui-même, etc. Et c'est compliqué de rompre la chaîne parce qu'en fait, c'est des systèmes éducatifs dans lesquels on a tous baigné parce que c'est depuis la nuit des temps, c'est comme ça qu'on a éduqué les enfants, avec une forme de coercition, de violence insidieuse. Le ras-le-bol des parents peut passer aussi des fois par des formes de phrases qu'ensuite on finit par peut-être regretter, je pense, pour la majorité des parents. Et donc, du coup, il y a aussi une histoire il faut briser la chaîne. Je pense que c'est pas évident de se dire, moi, je vais essayer d'éduquer mes enfants autrement. Je vais essayer la communication non violente. Je vais essayer de prendre sur moi mes émotions parce que je veux que lui apprenne à contrôler aussi ses émotions. Mais c'est aussi ça. Moi, je trouve que c'est pas seulement le rôle des parents. Je pense qu'il y a quelque chose que l'école ne fait pas assez bien. Notamment, vraiment, je parle de la maternelle ou de la crèche. C'est l'éducation aux émotions. Vraiment, moi qui ai appris à faire la méditation à 25 ans et à me dire ok, là je ressens de la colère, là je ressens de la joie, c'est quand même des choses qu'on devrait apprendre quand on est petit et le monde il y en a qui commencent à le faire, mais c'est vrai que c'est pas encore une directive obligatoire, ça devrait être un cours pour tout le monde. Et puis on serait tous des humains meilleurs. C'est-à-dire que, par exemple, en entreprise, c'est « Alors, attends, là, je me sens en colère. » Attends, Patrick, s'il te plaît, pose ton café. Je me sens en colère, je vais partir. Ça nous en rendrait tous des meilleurs humains parce que, du coup, on ne transférerait pas nos émotions les uns sur les autres. Donc, c'est une question, effectivement, d'éducation émotionnelle. Mais j'avais envie... Alors, c'est pas une question d'avoir de l'empathie pour ce père, parce qu'encore une fois, il se rend pas coupable de choses non plus atroces. C'est un père moyen. C'est un père désengagé. Voilà, c'est pas un père maltraitant physiquement, c'est un père comme on en a tous connu en fait, ou en tout cas des hommes qu'on en a tous connus. C'est un père qui est absent, qui croit faire bien parce que en fait, c'est ça qui est intéressant aussi ce que je voulais décrire, c'est pour lui il fait bien parce que c'est le père qui ramène l'argent à la maison et grâce à lui ses filles ne manquent de rien physiquement en termes de biens, et ça je pense aussi que c'est très propre au milieu populaire à des hommes qui et d'ailleurs peu importe s'il y a une origine ethnique ou pas, je pense que la précarité financière crée un truc sur les hommes mais tant que je ramène l'argent à la maison et que mes filles sont habillées et qu'il y a des courses dans le frigo, j'ai fait mon rôle d'homme. Et c'est pour ça aussi que c'est une question de déséquilibre du patriarcat, de dire aux hommes, en fait, c'est pas suffisant, mais surtout, on peut porter la charge à deux aussi de la famille. On peut rééquilibrer les choses. Mais d'ailleurs, ce que tu décris dans Adolescence, c'est deux milieux populaires. Dans ton livre et dans la série Adolescence, c'est un milieu plutôt populaire, de travailleurs, de gens à qui la vie n'a pas été hyper gentille. Oui, parce qu'il y a une rupture en termes de classe sociale, aussi l'utilisation des réseaux sociaux qu'à l'adolescence. Statistiquement parlant, les milieux populaires l'utilisent plus.
les milieux plus élitistes, en fait, c'est parce que les enfants ont accès à beaucoup plus de loisirs à l'extérieur. Après, ça ne veut pas dire que le cyberharcèlement n'existe pas du tout dans les écoles, notamment dans des écoles privées, élitistes, etc. Ça existe, c'est parfois même très violent. Mais il y a une différence de classe sociale aussi dans l'utilisation des réseaux sociaux, tout simplement parce qu'il y a une question d'accès à d'autres formes de loisirs. Et puis, il y a des parents qui sont plus ou moins sensibilisés à la question de l'écran quand on est enfant. C'est un enjeu aussi qui n'est pas assez diffusé, je pense. C'est clair. Et t'en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai que dans ton livre, tu mets en avant le désengagement, je disais du père, mais des adultes, de manière générale, à part une mère qui valide les émotions d'Anissa, de ce qu'elle ressent. Mais de manière générale, tu montres une professeure qui dit ça, éteins ton téléphone, ça disparaîtra, ou un autre professeur qui dit j'en ai marre, je fais semblant que ça n'existe plus parce que c'est tout le temps ça. Et du coup, les adolescents ne sont pas protégés, en fait. Il n'y a personne qui est là pour leur mettre un cadre et pour leur dire c'est OK, c'est pas OK, ce que tu disais. Comment on sensibilise de manière grande échelle les adultes qui gèrent les adolescents autour de ces sujets? Alors ça commence à être fait dans les écoles, mais je pense qu'il faut vraiment des formations au harcèlement scolaire. Mais là, ça commence à être fait, c'est-à-dire à reconnaître les dynamiques de harcèlement scolaire, parce que, et déjà, ce que je raconte d'Anissa dans mon livre, c'est aussi inspiré de ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'étais harcelée, quand j'étais petite, les professeurs disaient « ça suffit, on arrête », en pensant que c'était une dispute entre eux et moi. Par exemple, je pouvais avoir 3 personnes qui se moquaient de moi et j'avais un jeune homme qui me tirait tout le temps les cheveux à la récré. Et du coup, c'était présenté comme un conflit. C'est bien, en fait, des fois, c'est important de prendre le temps de se questionner qui est victime. Est-ce que c'est juste parce qu'on a toujours tendance à penser que les enfants, ce sont des chamailleries. C'est pas bien grave, ils se chamaillent, ils s'embêtent mutuellement les uns les autres. Non, il y a des fois et très souvent, il y a un découpable et une victime. Et c'est très facile de s'en rendre compte parce qu'il y a ceux qui ricanent et il y a celles qui pleurent. Ou il y a ceux qui ricanent et celui qui pleure. Mais ça se voit très rapidement, la dynamique en fait, de groupe contre... Et je pense... Mais après, c'est parce que aussi... C'est pour ça que je ne veux pas fustiger non plus ni les parents d'ailleurs, ni les professeurs, parce que c'est un métier très précaire, qui est très mal rémunéré. On leur demande beaucoup, avec pas beaucoup d'outils. Donc, ils peuvent pas... Enfin, c'est compliqué d'être à la fois, d'avoir un rôle autoritaire, d'avoir un rôle de vigilance. Moi, je pense qu'il faudrait les accompagner plus, peut-être même avec une personne en plus. Ça devrait être un vrai sujet, en fait, l'éducation. Moi, déjà, je pense que les parents et enfants devraient, à chaque rentrée scolaire, avoir un moment d'échange autour du cyberharcèlement et des réseaux sociaux, avec vraiment un temps formel organisé par l'école. Aujourd'hui, c'est la journée de prévention, liée aux réseaux sociaux, liée au comportement humain. Avec un cours peut-être sur les émotions, un cours sur ce que ça signifie Snapchat, déjà pour que les parents puissent être au courant, parce que les plateformes évoluent tellement vite. Moi, il y a une simulation que je fais souvent avec des parents, c'est que je vais sur TikTok, je prends une mineure qui poste des contenus et je fais juste scroller les commentaires. Et je leur dis, imaginez, c'est soit votre fille qui poste la vidéo, soit une qui est en commentaire. Voilà dans quoi baignent vos adolescents. Et forcément, ça crée un état de choc. Parce qu'en fait, elle peut avoir 14 ans et en dessous, il peut y avoir des insultes à caractère sexiste extrêmement virulents. Donc, c'est ce que j'essaie de montrer aux parents, ça peut être votre enfant. Et c'est sûrement votre enfant, c'est juste que vous ne le saviez pas. Et c'est très important de créer ces moments-là, en fait, parce que déjà, on éviterait tellement de situations catastrophiques. Déjà parce que aussi, ça dirait aux enfants, on sait ce que vous faites. Ça dirait aux ados, je les appelle les enfants, mais 13-14 ans, ils ne sont plus vraiment des enfants. Enfin, aux yeux de la loi, oui, mais en tout cas, ils sont capables de rendre compte ce que c'est le bien et le mal, je veux dire. C'est dans cette dynamique-là, parce qu'ils sont évidemment protégés par la loi en tant qu'enfants. Mais effectivement, ça me remettrait aussi chacun dans son rôle. Le parent dans un rôle de vigilance des réseaux sociaux à la maison, l'établissement dans la capacité à prendre en compte le fait que le harcèlement scolaire, même s'il se passe dehors, ça concerne des élèves, donc il a un impact scolaire, parfois même sur le bulletin, parfois même sur des carrières. Donc c'est important à prendre en compte. Et ensuite, ça dirait aux adolescents, on vous surveille, on est au courant de ce que vous faites. C'est important de leur dire ça. On est au courant que vous utilisez les réseaux sociaux. On sait ce que c'est Snapchat, parce que je les connais, moi, les adolescents. Ils flouent pas mal les parents là-dessus. Sur non, mais j'ai Snapchat, mais c'est juste pour parler à Émilie, parce qu'on va aller à la danse ensemble vendredi soir. C'est pas que pour ça. Ils se draguent aussi sur Snapchat. Et c'est pas grave parce qu'il faut découvrir la vie comme ça aussi. Mais c'est bien de mettre des cadres. C'est bien d'échanger. Moi, en tout cas, je sais que quand j'ai des ados qui sont plus ou moins proches de moi, je parle avec eux. Je leur dis, c'est quoi, quel réseau social tu utilises, est-ce que tu as déjà vu des trucs pas normaux? Parce que déjà, c'est comme quand on regarde un film. Par exemple, on regarde un film, il y a écrit moins de 12, moins de 16, etc. En général, ce qui est conseillé, c'est d'échanger avec son enfant ou en tout cas un adolescent à propos de ça. Mais c'est exact. Moi, si j'ai des enfants un jour, j'appliquerai la même dynamique avec les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui sur les plateformes? Est-ce que tu as vu des choses problématiques?
Est-ce que tu as vu des choses qui t'ont fait mal, qui te restent? Parce qu'en fait, c'est comme nous, quand en tant qu'adulte, on scrolle, on est aussi touché. C'est sûr. Par plein de choses. Donc, eux aussi. Est-ce que tu as vu des choses? Est-ce que tu veux montrer à maman ou à papa des choses que tu as vues, qui t'ont blessé, qui t'ont inquiété, qui t'ont touché ou que tu as trouvé pas normal? Déjà, parce que ça permet d'ouvrir un espace de discussion, parce que ça veut dire que si l'enfant ou l'adolescent revit lui-même ça, il va pouvoir avoir la porte d'en parler. Et donc ça, c'est que de l'éducation, c'est que donner des outils à la fois aux adultes, à la fois aux enfants. Ça permet aussi d'arrêter de concevoir ces espaces-là comme des espaces de liberté, de n'importe quoi, où tout est permis. Parce qu'en fait, nous, par exemple, on n'a pas été éduqués aux réseaux sociaux. Ça a bousillé toute une génération sur son usage du numérique, avec beaucoup trop de virulence sur Internet, il y a quand même cette idée-là que tout est permis sur Internet. Voilà, alors que nos identités ne sont pas... Voilà. Donc, en tout cas, moi, c'est pour ça que j'ai fait ce livre-là et que j'ai continué de faire de la prévention ensuite dans les écoles. Là, j'ai arrêté un peu parce que je suis débordée, mais ensuite, je suis allée dans les écoles pour en parler avec eux. Déjà, ça les intéresse quand on s'intéresse à ça. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'on s'intéresse aussi à leur univers. Donc, c'est important. Et surtout qu'on peut en faire des outils. Moi, par exemple, j'essaie de le tourner aussi en leur disant, regardez ce que je fais pour mon métier. Donc, vous pouvez en faire des outils trop bien pour montrer vos idées, pour montrer vos passions. Et ça peut être intéressant, les réseaux sociaux. Donc, c'est pas les diaboliser, c'est pas dire, oh là là, c'est le grand méchant loup, il n'y a rien à faire. Surtout pas toutes les deux en tant que journalistes qui bénéficions de l'émergence des réseaux sociaux. Mais voilà, c'est une approche un peu plus éducative et compréhensif aussi des dynamiques auxquelles ils sont confrontés. Dans ton livre, tu évoques aussi, c'est pas par hasard que tu choisis une famille issue de l'immigration, où il y a aussi ce déchirement d'avoir quitté sa terre natale, où il faut s'adapter à un monde qui est violent, qui est difficile envers les personnes immigrées, qui sont emprisonnées dans une tour à Argenteuil où on voit la tour Eiffel de loin, mais on rentre pas dans Paris parce qu'on est ostracisé. C'est une double peine pour toi d'être une jeune fille, adolescente, racisée dans un milieu défavorisé et qui fait qu'on va être plus sujette à ces inégalités et à ces violences sexistes? Totalement. C'est à la fois parce qu'il y a une enjeu de précarité sociale et puis il y a cette idée-là. Moi, j'ai grandi avec cette conception du féminisme que je combats aujourd'hui. Une manière de dire que le féminisme, ça ne peut pas s'adresser à nous. Quand on est une femme immigrée ou issue de milieu populaire, que le féminisme, c'est pour les bourgeois à Paris qui prennent leur vélo. Bon, je suis devenue la bourgeoise à Paris. Enfin, pas bourgeoise, mais la bobo à Paris qui prend le vélo. Ton vélo. C'est ça. Mais en tout cas, il y avait un peu ce truc-là parce que je l'ai connu, je trouvais que c'était bien de le transmettre au personnage d'Alisha. Parce que j'ai essayé de transvaser plein de choses de moi quand j'étais ado, puisque j'ai vécu les mêmes dynamiques sans que ce soit la divulgation de photos, des choses comme ça, mais j'ai vécu cette ostracisation sexiste. Et je me rappelais justement que je n'avais pas d'espace pour en parler et que c'est le moment... Alors moi, je me suis décrite féministe très tôt. En fait, moi, mon premier moment féministe, c'est quand les garçons jouaient au foot dans la cour et qu'on ne pouvait pas jouer avec eux. Tu racontes cette scène. Et j'ai toujours dit... j'allais voir mes profs et je leur disais, mais c'est pas normal, en fait, qu'eux, ils puissent prendre 3/4 de la cour et nous, on se retrouve avec la corde à sauter, tu sais, dans notre petit mètre carré. Et c'est comme ça que je me suis découverte féministe. Mais je voyais bien que ça dérangeait qu'une fille de ma classe sociale, dès mes origines, puisse en fait avoir une revendication féministe. Comme si je n'étais pas comme toutes les femmes en fait et qu'on vivait pas la même chose. Et donc en fait, par exemple, Alisha, ce qu'elle a vécu, la partie de divulgation de photos intimes, ça n'a pas été tant dit que ça dans les médias. D'ailleurs, c'est marrant. Parce que c'est la même chose dans la série Adolescence. Il y a beaucoup de gens qui l'ont mal comprise, la série, en disant « il est victime de harcèlement, elle l'insulte ». Non, elle se défend parce qu'elle était victime de divulgation de photos intimes. Il s'est rendu coupable de pédocriminalité. C'est ça, la divulgation de photos intimes de mineurs sur Internet. Et c'est ce qui m'a frappée, moi, dans la réaction. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo aussi pour expliquer un peu la série et pour donner des clés de compréhension. Parce que systématiquement, il y a toujours eu quelque chose de l'ordre de « le pauvre ». Il a fait ça parce qu'il était harcelé. Ça pose la question du harcèlement scolaire. Non, c'est elle qui a été harcelée. La divulgation de photos intimes, c'est du harcèlement. Et c'est exactement la même dynamique dans Alisha. Ça a été totalement passé. C'est comme si c'était pas grand-chose, alors que c'est quand même... Que c'est l'élément déclencheur. Voilà. Oui, bien sûr. C'est l'élément déclencheur de la violence. Et c'est même le premier acte d'humiliation. Le premier acte d'humiliation, c'est d'abord de montrer son corps au reste de la classe. C'est le premier acte d'humiliation. C'est passé sous silence. C'est comme ça devient un truc de... dispute de couple, dispute amourette d'adolescents. Et c'est pour ça que je dis que c'est compliqué mais en fait c'est compliqué pour toutes les femmes, mais ça l'est encore plus ça peut être plus dans ces espaces-là parce qu'on les reconnaît même pas comme des femmes. C'est-à-dire que c'est un truc d'ado, c'est un truc de pauvre, un dénigrement des dynamiques. Et c'est pour ça que j'étais très contente que tu m'invites pour parler du livre et de la série.
parce que ça rend la chose systémique. C'est-à-dire que ça n'a pas d'origine sociale, ça n'a pas d'appartenance ethnique. C'est quelque chose qu'on vit toutes, peu importe le milieu dans lequel on évolue et on fréquente les uns et les autres. Oui, parce que c'est vrai que dans l'adolescence, c'est une jeune fille blanche. Oui. Enfin, on ne voit pas trop, mais on comprend bien que c'est... Oui, et c'est pas lié... Exactement. Et puis moi, j'aimais bien aussi l'idée de faire un livre qui parle de ces dynamiques-là avec des femmes, effectivement, avec des origines ethniques, notamment marocaines, elles sont toutes les deux marocaines, ce qui n'est pas le cas de Alisha dans la vraie vie. Hein. Mais parce que je voulais que ça devienne un message universel. C'est-à-dire, le fait qu'elles soient issues de l'immigration, c'est qu'un détail, en fait. C'est-à-dire, c'est important dans leur identité, mais elles évoluent dans la société. C'est des jeunes filles, voilà. Exactement. Des adolescentes classiques. Exactement. Et en gros, ça peut arriver à n'importe quelle fille, peu importe son origine sociale, peu importe ses origines ethniques. C'était un peu mon message que je voulais passer. Mais je voulais un peu respecter aussi, ça c'est ma partie journalistique, et ce que je te disais aussi au début, c'est que j'ai un attachement avec les milieux populaires et avec l'effet de bien les raconter. Et j'ai été aussi un peu fascinée par l'histoire d'Argenteuil, de cette ville, c'est ce que je raconte aussi dans le livre. Je fais toute une partie, parce que j'ai rencontré les habitants d'un quartier populaire, je suis allée sur place, j'ai fait des interviews. Le quartier HLM dont tu parles, où on voit les tours, la tour Eiffel, mais c'est un quartier qui s'appelle La Banane, qui existe vraiment. Et c'est vraiment un quartier qui est en forme de banane. Et quand on monte et qu'on va sur les balcons, tu vois le Sacré-Cœur, la tour Eiffel au loin. Et tu as vraiment cette impression-là que c'est une autre France auquel tu n'auras jamais accès. Et je trouvais que l'image, parce que je viens du Sud, je fais un parallèle dans le livre avec les quartiers nord de Marseille, où en fait c'est des bâtiments où quand tu ouvres la fenêtre, tu as vue sur la Méditerranée, mais les gamins des quartiers nord de Marseille ne vont jamais à la mer, parce qu'ils ne savent pas nager. Enfin, je fais une caricature, certains savent nager, la plupart, la grande majorité ne sait pas nager. Et c'est ça que je voulais aussi raconter cette dynamique sociale-là, parce que je pense que c'est juste mon combat initial, c'est la représentation des milieux populaires, et parce que ça rajoutait aussi de la compréhension de l'exclusion sociale. Et c'est pareil, tu fais aussi ce parallèle et tu l'évoques de manière très claire dans le livre, de ce groupe de jeunes garçons, quand ils font une sortie dans Paris, qui sait que parce qu'ils ne sont pas blancs, ils vont être regardés différemment, ils vont potentiellement être déjà criminalisés sans avoir rien fait. Est-ce que ça, sans excuser du tout la violence masculine, mais ça génère des êtres humains, donc garçons, plus violents, parce qu'il y a une rage en eux? En fait, ça c'est hyper intéressant comme sujet. Il y en a deux. Déjà, ce passage-là, donc en fait, ils font une sortie scolaire dans un musée à Paris, le musée du Louvre. Et en fait, moi, je me suis inspirée d'un thread Twitter d'un professeur qui racontait la sortie avec ses élèves de banlieue au centre Pompidou. La manière dont ils ont été. C'est vraiment. En fait, j'ai juste relu ce qu'il a écrit et je me suis dit, il faut que je le transpose dans mon histoire parce que c'est effectivement cette impression de rentrer dans une ville avec un checkpoint, quoi. OK, c'est pas chez nous, il faut qu'on se tienne droit, etc. Et il y avait une deuxième chose. Effectivement, parce qu'il y a toujours un peu cette manière cliché de voir les choses en disant les garçons issus de l'immigration sont plus violents. Enfin, c'est un peu toute la rhétorique de l'extrême droite, ou les personnes issues de milieux populaires ont plus de violence en eux, etc. Et moi, j'ai lu un livre récemment que je conseille à beaucoup de femmes qui s'intéressent à la dynamique des violences conjugales. C'est un auteur qui s'appelle Lindy Bancroft. Le livre s'appelle « Pourquoi fait-il ça ?» Et Lindy Bancroft, ça commence à tourner beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est la référence de ce livre. C'est passionnant. C'est le meilleur livre que j'ai lu, à part le mien, parce que j'ai oublié de faire ma promotion. C'est le meilleur livre que j'ai lu en 2024. Et en fait, donc Lindy Bancroft, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant, je crois, plus de 10 ans, je crois que c'est même 20 ans, dans des centres de réhabilitation d'hommes violents. Donc d'hommes qui frappaient leurs femmes ou qui frappaient leurs enfants, ou même qui étaient juste abusifs psychologiquement. Et il essaie de dresser, le livre est passionnant parce qu'il dresse plusieurs profils types de ce qu'est un homme violent et il se rend compte vraiment ça n'a pas de classe sociale. Il y a même des hommes féministes qui sont violents. C'est extrêmement intéressant comment il le raconte dans le livre parce qu'en fait, il montre que la violence s'adapte en fait aux enjeux sociétals. Et donc, à un moment donné, il parle de l'enjeu des hommes victimes de racisme qui sont aussi violents. Et en fait, il dit quelque chose qui, moi, c'était déjà une intuition dans Seul et il le formule encore mieux parce qu'il dit... En fait, ça devient même pour eux une excuse d'être violent. C'est parce que je suis victime de racisme ou parce que je suis victime de discrimination sociale, j'ai le droit d'être violent envers les femmes. Et ça, c'est le fruit de la société patriarcale. C'est-à-dire que, vu que la violence masculine n'est pas traitée, parce que cette violence raciste, elle est à dénoncer, elle est illégitime, elle est violente, elle est criminalise. Et du coup, puisque dans notre société, toutes les personnes qui doivent être le réceptacle
des problèmes sociaux, c'est la femme, ça se répercute sur nous. Et ça n'a rien à voir avec leur ethnie en tant que telle, c'est ni leur origine sociale, ça a à voir avec la structure sociale du patriarcat. C'est pour ça que c'est terrible quand on les fustige en leur disant qu'ils sont plus en fait sexistes que d'autres ou qu'ils sont plus violents que d'autres. Non, en fait, vous les violentez tellement qu'ils n'ont pas d'espace autre et que du coup les femmes en sont le réceptacle. Et je dis pas que ça doit être une fatalité, mais ce qui est intéressant avec ce livre de Lindy Bancroft, c'est parce que moi j'aborde les choses d'un point de vue féministe, c'est-à-dire c'est parce que j'ai conscience des dynamiques patriarcales que j'écris mes livres, que je réfléchis. Et lui il fait l'inverse, c'est-à-dire lui il part du terrain et après il en vient au féminisme. C'est passionnant ce livre parce que vraiment il te dresse un peu tout ce qu'il a fait, les profils qu'il a rencontrés, les dynamiques qu'il repère dans le couple, les dynamiques, la manière aussi dont les hommes qu'il appelle les abuseurs sont capables d'être des caméléons, de faire croire à la justice qu'en fait ils se comportent mieux, mais c'est pas vraiment le cas. Et finalement, ils racontent même ceux qui finissent par tuer leur femme, alors qu'il y a 2 semaines en centre, en échange, ils étaient parfaitement conscients des dynamiques, etc. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que d'abord, il pose pas le constat du patriarcat, mais à la fin, il arrive en fait à cette conclusion. Et il dit, mais en fait, la seule chose il faut pas attendre que ces hommes-là changent, il faut pas essayer de les éduquer, il faut juste s'intéresser à démolir le patriarcat. C'est la société tout entière qui doit changer pour que ces hommes-là changent. Parce que tant qu'ils sont impunis, ou tant qu'ils trouveront des excuses sociétales, et ce livre m'a vraiment beaucoup aidé parce que, je l'ai lu après seul, mais ça m'a conforté dans ce que j'avais repéré, compris, et essayé, notamment dans la relation d'emprise que je montre aussi dans Seul. Et c'est vraiment, ça m'a beaucoup aidé parce qu'on se pose beaucoup la question de OK, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'il y a des violences sexistes, une fois qu'on a dit qu'il y a des violences conjugales, que le patriarcat est violent, comment on fait? Et lui, il pose la question. Il dit, il faut juste démolir le patriarcat. Faut arrêter d'essayer de changer les hommes violents. Il faut juste démolir le patriarcat. Il faut juste, eux, déjà, les refuser, c'est-à-dire les pointer du doigt en disant ils sont violents. Parce qu'il a montré aussi que la thérapie, et c'est ce qui est fascinant avec ce livre, c'est qu'il montre que la thérapie ne fonctionne même pas. Ça sert à rien, oui. Parce qu'en fait, ils sont capables de manipuler les psychologues. Ils arrivent à se présenter eux-mêmes en victime. Il faut que ce soit d'autres hommes qui les alpaguent et qui leur disent stop. Ou la société. La société, oui, représentée par des hommes de pouvoir. Et pour qu'ils puissent se dire, OK, là, ce que j'ai fait, pas OK. Voilà. Il faut qu'il y ait des conséquences sociales. J'aime bien quand tu dis il faut juste détruire le patriarcat. Oui, ça serait bien. Ça. non, mais parce que je sais la question de la réparation, simple. Voilà. C'est simple et c'est extrêmement complexe. C'est le plus dur à faire, mais je veux dire parce qu'il y a, je parle notamment aux femmes quand je dis ça. C'est-à-dire que en tout cas, moi, j'ai été victime d'un couple abusif psychologiquement, et pendant longtemps, j'ai essayé de changer la personne. J'ai essayé de faire un travail éducationnel, de charge émotionnelle, etc. Et à un moment donné, il faut juste lâcher prise. En fait, il faut juste se dire, là, je suis en train de faire exactement ce que la société attend de moi, c'est-à-dire de réparer quelqu'un qui n'a pas vocation à m'aimer correctement. Donc, il faut lâcher prise. Et ça, on ne le fait pas en tant que femme, mais parce qu'on n'est pas éduqués à... Chez nous, on ne lâche pas, on persiste et on patiente. Donc, c'est important de le dire. Et on pour les femmes qui sont valorisées dans le care, dans le fait d'être là-dessus. Et je pense que c'est important de le dire aux femmes. En fait, de dire, il ne va pas changer. Et vous allez vous y perdre vous-même. Sans avoir un jugement sur elles des choix qu'elles ont fait, parce qu'en fait, on est toutes tombées dans des relations plus ou moins toxiques. Donc, c'est vraiment plus une manière de protéger les femmes en disant, mais il va pas changer. Parce que même en fait, c'est ça ma phrase, c'est même si dans des cercles, prévus pour les faire changer, avec l'accompagnement psy, l'accompagnement juridique, il ne change pas, c'est pas nous. Il faut être humble devant la médiocrité, je pense. Je pense que c'est important. Dans ton livre, dans Seul, tu dépeins aussi une réalité qui est pas réservée que au quartier populaire, mais c'est ce climat de surveillance permanente du corps des jeunes filles. Est-ce que c'est amplifié quand même dans les quartiers populaires, ou est-ce que c'est une dynamique classique de toutes les adolescentes qui sont confrontées, tu vois, à TikTok, où les filles sont dévêtues et en même temps après on leur dit hey, calme-toi parce que t'es pas une prostituée, toi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que c'est partout. Parce que vu que j'ai évolué dans plusieurs espaces, je suis effectivement issue d'un milieu populaire, mais j'ai aussi connu Sciences Po, qui est une école élitiste. Et je le dis pas juste pour la phrase ou pour... c'est pas juste pour dédouaner les quartiers populaires, mais le sexisme que j'ai vécu à Sciences Po, il surpasse fois 1000 ce que j'ai vécu dans mon propre quartier populaire. Parce que moi, par exemple, dans mon quartier populaire, je faisais du hip-hop. Je faisais de la danse hip-hop avec des hommes. Et j'ai jamais, vraiment, je n'ai jamais eu de remarques, quand j'étais ado, j'ai jamais eu de remarques sur mon corps.
En plus, j'étais plutôt grosse à l'époque. J'ai jamais eu de dénigrement là-dessus. Parce qu'on était en train de s'amuser, en train de faire de la danse ensemble. Quand je suis arrivée à Sciences Po, j'ai été marquée par le sexisme, par la manière dont c'était une forme de contrôle social. Et d'ailleurs, c'est ce qui est de plus en plus dénoncé dans les formations élitistes, que ce soit médecine, Sciences Po, HEC, l'ENA. Les gens qui nous dirigent, quoi. Ouais, exactement. Et sincèrement, j'ai jamais vécu autant de violences sexistes que dans les espaces qu'on considère comme élitistes. Dédole pas, parce que ça veut dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence dans les quartiers populaires. La preuve, je m'intéresse à Alisha. L'histoire de Shana m'avait traumatisée. Tu sais, c'est un viol collectif avec féminicide, qui est une histoire horrible. Ça existe, évidemment, il faut le dénoncer. Pendant longtemps, on parlait notamment, par exemple, des tournantes, qui sont en fait des viols, qui sont des viols collectifs. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste que ça arrange, je pense, la société de dire... De focaliser là-dessus. Ouais, de dire que là-bas, dans ces zones-là, il se passe des choses terribles. Ben vraiment, franchement, à Sciences Po, quand j'ai fait l'enquête Sciences Po sur la drogue du violeur dans les verres des jeunes filles, tous les témoignages que j'ai reçus de gens avec qui j'ai étudié, qui me disaient, tu sais, un tel, en fait, il a commis des agressions sur elle et puis sur elle, et les compétitions de qui va embrasser ou coucher le plus de filles dans une seule soirée, et les classements de qui est la plus belle, et les classements de... C'était interminable. Le jugement sur le corps des femmes était... Et c'est la première fois, par exemple, où moi, j'ai entendu le mot beurette. Je l'avais jamais entendu dans mon milieu populaire, mais je l'ai entendu à Sciences Po pour me qualifier. Il y avait une hyper-focalisation sur mon corps. Vraiment que je l'ai senti. Ce que je n'avais pas, encore une fois, dans mon quartier. Donc, et quand je dis ça, c'est encore une fois pas du tout pour minimiser ce qui se passe dans les quartiers populaires. En fait, moi, ce que je dis, c'est que le sexisme est partout, qu'il a des dynamiques partout, qu'il faut le dénoncer partout, et que ça arrange pas mal la classe dirigeante de nous dire concentrez-vous sur les milieux populaires, que nous tout va bien. On l'a bien vu avec Betaram par exemple, le lycée Betaram et tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire il faut une reconnaissance que c'est partout. Et Betaram, je rappelle, c'est c'est vers Pau, c'est dans le Béarn, c'est ça. Catholique, c'est la haute société béarnaise qui a envoyé ses je crois enfants. que je sais pas, c'est des dizaines ou des centaines de victimes. Donc oui, parce que c'est sur des décennies et des décennies. Donc, et on parle de maltraitance physique, on parle de suicide, on parle de suicide, on parle de c'est des choses terribles. Donc c'est pour ça que on a tendance effectivement, mais ça c'est l'extrême droite qui a imposé ce discours-là dans le débat public aussi, c'est de braquer les projecteurs sur une typologie de personnes. Il y a un peu cette idée-là de le sexisme, c'est les autres, c'est l'étranger, et c'est eux qui envahissent la société française avec ces idées-là. Et en fait, quand tu retires la focale, déjà ces gens-là sont français, ils sont nés ici, donc ils sont français, et on est juste dans la même société, avec les mêmes outils, avec la même éducation. On est tous allés dans l'école de la République, donc on a tous été éduqués aux mêmes choses, et d'ailleurs on passe moins de temps avec nos parents qu'avec les autres quand on est enfant. Donc on voit bien que si on a tous les mêmes biais, c'est que c'est un truc sociétal. Donc, et encore une fois, il ne faut absolument pas minimiser ce qui se passe dans les quartiers populaires. Moi, c'est aussi pour ça que l'histoire d'Alisha c'est pour ça que j'ai écrit sur cette histoire-là. Parce qu'il y a plein de féminicides, malheureusement. Mais que moi, je voulais mettre la lumière là-dessus en disant, ça parle de nous tous. Est-ce qu'on peut inviter d'en faire un fait divers? Parce que ça a fait la une pendant juste une semaine, je crois, dans les médias. Sans le mot féminicide, d'ailleurs. J'ai jamais vu, moi, le mot féminicide à côté de cette histoire. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais prendre à bras le corps ce sujet pour parler effectivement d'un féminicide en milieu populaire, de ne pas cacher la dynamique liée à la classe sociale, mais surtout de montrer qu'il s'agit de nous tous, en fait. Et je pense que c'est la série Adolescence qui le montre aussi très bien. Pour terminer sur notre échange, qu'est-ce qu'il faudrait changer en priorité pour qu'on soit plus seul? Qu'on soit plus entendu. En fait, c'est bizarre, mais parce que post-MeToo, on a l'impression que les femmes n'ont jamais cessé de parler, et on nous le reproche un peu d'ailleurs dans la société post-MeToo, mais on n'est pas encore entendu. C'est-à-dire, la liberté de la parole existe, on peut raconter les violences qui ont été subies, on peut raconter le sexisme, les viols, les agressions sexuelles, les violences conjugales, la charge mentale, la charge émotionnelle. Enfin, si je fais la liste de tout ce qui pèse sur les épaules des femmes, on va passer l'après-midi ici, Clem. Mais en tout cas, on n'est pas encore entendu. C'est-à-dire que on est écouté, c'est OK, on va bien que vous parlez, mais est-ce que vous entendez ce qu'on dit profondément? Parce que ce qu'on dit profondément, c'est un changement sociétal. Et c'est là où on n'a pas encore fait le pas. C'est est-ce que vous entendez qu'on est en train de vous demander de nous respecter depuis notre adolescence jusqu'à la fin de notre vie? C'est ça, en fait, en réalité, dont il est question. Et ça, on n'y est pas encore. Mais j'ose espérer que c'est une question de temps et qu'un jour, la balance va se rééquilibrer, en tout cas. J'espère, j'ai 3 filles. Je voudrais qu'elles grandissent ensemble. Oui, mais dans une société plutôt où on les écoute, tu vois. Parce que comme tu dis, on nous autorise à parler maintenant. On nous a donné la parole, le micro. C'est ça. Mais pour l'instant, on a encore un petit peu
Oui, c'est vraiment, en fait, c'est accepter ce qu'on vous dit, ce que ça bouleverse en vous. C'est trop dur pour l'instant. Ouais. Trop de honte. Mais c'est important. C'est très, très important. Mais moi, j'ose espérer qu'on... Encore une fois, parce que, par exemple, tout ce qui existe aujourd'hui, moi, j'avais pas accès quand j'étais ado. Donc, ça veut dire que ça avance aussi d'une certaine façon. On a toujours tendance à... Et je comprends, parce qu'il y a encore beaucoup de violences sexistes. Donc, on a tendance à se dire, oh là là, on va jamais y arriver. Et puis, Puis après, on se rend compte quand même que féminicide, maintenant, c'est un mot qu'on utilise. La violence conjugale, on a compris la dynamique de l'emprise. Violence intrafamiliale même. Exactement. Par exemple, moi, la super bonne nouvelle récemment, c'était le procès de Depardieu, avec le fait qu'on reconnaisse la double victimisation dans la justice. C'est-à-dire le fait que le processus judiciaire victimise une deuxième fois la victime. Ça y est, on commence à avoir une reconnaissance de ces dynamiques. Le procès Pellico aussi, de Gisèle Pellico, qui, à mon avis, a montré... Alors évidemment, c'est terrible ce qu'elle a vécu et quelle force d'en parler publiquement. Mais ça a montré, en fait, tout ce qu'on dit, tout ce que les féministes disent depuis des décennies, à savoir que le sexisme n'a ni classe sociale, ni origine ethnique, et qu'en fait, tout homme peut s'en rendre coupable, tout simplement parce que c'est vers ça qu'on les pousse, en fait. C'est vers là où ils trouvent une forme de validation sociale, de respect, et donc voilà. J'ose espérer que toutes ces choses-là créent des moments politiques où, en réalité, en fait, on est désespéré parce que le climat médiatique et politique nous fait croire qu'on est minoritaire, mais je crois pas. Enfin, je pense pas qu'en réalité, je pense que les choses, elles changent beaucoup plus que ce qu'on a l'impression. Ce qui serait génial. Ce qui serait une giga bonne chose. Merci beaucoup Nesrine d'être venue. Et je tiens à dire pour celles et ceux qui n'ont jamais regardé, allez regarder la série Loup-garou sur Canal+. Mon mari était refait de savoir que je t'interviewais. Parce que ça change, tu sais, de te voir dans ce contexte-là. D'ailleurs, c'est très intéressant sur les dynamiques sexistes. T'en as beaucoup parlé, mais si vous ne l'avez pas vu, allez regarder jusqu'au bout. Parce que si vous aimez le jeu Loup-garou, vous allez aimer la série, vraiment. On a bien aimé y jouer, c'était une sacrée expérience. Mais j'imagine. Effectivement, qu'est-ce que ça donne quand on met 2 femmes leaders d'un groupe regardez, vous verrez. Exactement, c'est passionnant. Sociologiquement, j'avoue, c'était passionnant. Ah ouais, moi j'adorais participer pour ça. J'ai adoré participer pour ça. Merci Nesrine. Merci beaucoup Clem. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.